Bien, ben, on va attaquer donc cette dernière session, donc qui, pour terminer, effectivement, on va nous faire à nouveau inverser de point de vue, hein, puisque dans la précédente, on était plutôt dans des mouvements qui ont contribué effectivement à construire des normes et des prescriptions spécifiques, hein, autour du végétarisme et du véganisme. Donc, une fois n'est pas coutume, on va terminer sur les grandes institutions, les grosses institutions étatiques ou politiques. Donc, avec une première communication de Maria Kapkan, qui est professeure associée donc à l'Université fédérale de l'Oural à Yekaterinbourg. La communication donc, sera en anglais. On le fera comme pour les communications précédentes, les deux communications vont se suivre et les questions auront lieu à la fin. Par contre, si certains ou certaines d'entre vous veulent poser des questions en français plutôt qu'en anglais, j'essaierai de les traduire de façon à ce qu'on puisse communiquer. Voilà, je vous donne la parole. Merci. Bonjour à tous. It's my great pleasure to be here with you, and I'm very grateful to the organizer for inviting me and for holding this remarkable meeting despite all these unstable and ever-changing circumstances. I must confess my best phrase in French is je ne parle pas français, and I do apologize for this. Maybe someday I will make a presentation in French, but unfortunately not this time. And now for the food prescriptions. As we know, the food prescriptions regularly tend to control not only the sphere of nutrition, but also the other areas of social life. And the Soviet era is a good example of this process. Prescriptions, norms, prohibitions were the crucial part of all Soviet life, so it's natural that food was also a subject of regulations, although not too strict as, for example, public duties and public behavior. And for my presentation, I have chosen dietary prescriptions for children's food. They are notable for the fact that their aim is twofold. On the one hand, they maintain the social norms of preparing food approved and acceptable for children, schedule of their meals, and other dietary rules to be followed when planning eating. And on the other hand, through nutrition corresponding to these norms, children are introduced to the concept of proper food, and growing up should reproduce these prescriptions. The main goal of my presentation is to analyze Soviet food prescriptions for children and their realization in everyday life. For that, first, I will outline the basic ideological principles of Soviet food and nutrition. Then I will focus on the analysis of the cookbooks that contain the prescriptions of food for children. And finally, to conclude, I will compare these prescriptions with the memories of the persons who grew up at that time. And it will allow us to evaluate the implementation of these norms and reveal how Soviet children perceived and treated them. The main source of my research are cookbooks published in the Soviet Union in 1958 to 1989. Soviet cookery books were treated as the most competent food information source in that period. They were not just a collection of recipes, but the way of constructing a social body in terms of Mary Douglas. And in these cookbooks, there are both direct prescriptions and specific recipes that illustrate the application of these norms. All this makes them a reliable source for researching food prescriptions. The main methodological concepts concerning this problem are social body by Mary Douglas and disciplinary practice by Michel Foucault. First of all, I
will briefly characterize the principal Soviet ideas in some ways concerning food. Two main concepts should be mentioned. First is so-called functional nutrition, which was created after the revolution. And according to this principle, food was considered to be the source of sustenance only, so that the citizen could perform their public duties. The taste of food was deemed of no importance, with the only requirement being its nutritional value, because the proclaimed goal of eating was the support of a duly functioning working body with the highest possible efficiency factor. This intention partly can be explained by the limited food resources, difficult living conditions. Besides, the majority of the Soviet population was occupied with physical work that also required high-calorie food. But at the same time, this concept was correlated with the ideology and the system of values of the Soviet society. And according to the basic ideological principles, labor and struggle, not pleasure, including statutory pleasure, should be a crucial aim and essential part of human life. Alongside this, another important characteristic of Soviet society is so-called culturedness. This concept isn't easy to translate in full. It implies simultaneously ideological literacy, erudition in various topics from arts to sports and policy, as well as etiquette. It also includes the knowledge of how to be well-dressed, how to set the table, etc., etc. And from this point of view, proper food was also included into the set of characteristics of a cultured, or maybe more precise, civilized person. And despite the fact that by the period under consideration in my communication, political and economical conditions had changed, these norms were still remaining actual. And now I turn to the cookbooks. At the first sight, it is functional nutrition and medical aspects of food that form the basic of prescriptions. The key word that is used in these prescriptions is healthy. Every dish is justified in terms of the health and development benefits of the child. Moreover, the benefits are backed up in details by statistics, energy tables, and references to medical data. Each product is told what vitamins and minerals it contains and how it helps to maintain the child's activity. And from this point of view, two extremes that are considered enormous violations of norms related to the amount of food. They are malnutrition and gluttony. Malnutrition was one of the most difficult problems of Soviet society, caused by constant food storage shortage, and gluttony was just a personal choice, a sign of intemperance or pampering, and therefore was condemned. More than that, bullying of overweight children was very common in Soviet schools, so this prescription was supported not only by physicians, but also by peers. And the golden mean between these extremes was a healthy appetite. Again, healthy appetite, and the formation and maintenance of healthy appetite was one of the main tasks of the nutritional system. At least that conclusion can be drawn from the frequency of use of this argument. The decrease in appetite could be due to monotony of the diet, the lack of schedule of meals, and other disadvantages of nutrition.
And the idea of functional nutrition is embodied in the calculation of calories. Up to a year, 100 to 110 calories per 1 kilogram of weight. And from the 12 years old, 50 to 60 calories per 1 kilogram of weight. In total, almost 2,000 calories. And this calculation was very important, not only in theory, but also in practice. Counting calories is one of the most popular act, both in household and public catering. It is the example of 1958, and just the same, but I will comment it a little bit later, almost 30 years ago, but the idea is the same. Then the precepts regulate the range of dishes and products suitable for children, and it is also the very important part of every cookbook. The last edition of the Book of Taste and Healthy Food, the main Soviet cookbook, provides a table of the daily food intake for healthy children of different ages. Milk is declared the main product and the ideal food for children. It is followed by vegetables, potato. It's mentioned separately as an important source of energy and vitamin C, and as they wrote, a favorite food of children of all ages. There are some doubts about the statements, but it was. Then fruits and berries, and next in descending order are wheat bread, meat, and sugar and pastries. As for proteins, poultry, beef, veal, liver are recommended for infants. And mainly processed meat, like sausages, is advised for older children. Among the recommended products, the least commonly used are cream, cheese, and pasta. Eggs were treated with caution. They formed an important part of the diet, but the authors of the books warned against their frequent consumption. And according to this list, the main recipes for children are mashed vegetables, cream soups, porridge with milk, vanilla cream, pumpkin cakes, milk jelly, and so on. Also, cookbooks are advised to use seafood in baby food and older in school years, squid, scallops, shrimps, and it is noteworthy because these recommendations were impractical because of the shortage of most products. Much more plausible is the advice to include in the diet frozen vegetables and fruits, radish, carrots, spinach, parsley, fresh garlic, and so on. In fact, food is regarded as a medicine, and therefore its taste doesn't matter. For example, the advice to additionally use vitamin D concentrate or ascorbic acid is also connected with the same. Only rarely it is mentioned that food should be tasty.
a kind of culmination of this tendency is attitude to sweets, but I'm not sure that I have enough time, so we can discuss it later, because there is another aspect of these prescriptions. The emphasis on medical reasons doesn't hide the second plan of the prescriptions, because they aim to introduce in social behavioral norms that are instilled in children through the example of food practice. In this case, food is considered a kind of disciplinary practice, as I mentioned above, and food served as one of the main ways of forming a body experience and control over it. Because the human body was still considered to a great extent a state property and not a person's private matter, and therefore required attention. First of all, food forms the child's daily routine. The schedule changes depending on the age, but the very idea remains the same. An infant should be fed every 2.5 or 3 hours. For school children, 4 meals a day are recommended, and the precise time of every meal depends on school schedule. Any snacks are inadmissible in Soviet nutrition, both for adults and children. Typically, prescriptions are given on behalf of medical professionals. Most cookbook authors have a degree, but are confirmed by the authorities. Constant quotes from speeches of heads of state and ideologicals work for this. For example, it's about chocolate. This quote is referred to reflex theory by Ivan Pavlov, for example, as a main argument to organize meal. And the discipline and social nature of food precepts is also evident in the fact that these instructions were rarely limited to dietary recommendations, and usually are interspersed with advice and guidance on how to behave while eating. For example, lunch is generally of great educational value. The idea could be expressed in different words, but remains the same. School buffet and canteen, no doubt, should be also a place of education. But as I mentioned earlier, these prescriptions not always were in line with everyday practice. And to find out how these norms influenced food practices, I conducted a series of biographical interviews. Unfortunately, due to pandemic conditions, this part of my research is incomplete and still in progress. I'm not quite satisfied with samples at the moment. I have to confine myself to brief observations, avoiding any generalizations. But 3 main contradictions can be fixed. First of all, the idea of diversity that stated in the cookbooks turned out to be difficult to implement. The real menu of Soviet children was usually more or less the same every day. Thank you. And it was not the fault of their parents or school chefs, but the result of food deficit. Then, in real practice, the lack of gustatory pleasure was compensated by using different sweets that children constantly were looking for: sugar, prepared industrialized food, and so on.
And as for the gustatory quality of food, it was an opposition between tasty and healthy food, and in any case, the latter was chosen. This was especially true of nutrition in schools and kindergartens, which was perceived as an anti-sample of taste. Although in adulthood, the respondents realized the usefulness of such a diet. All in all, we conclude. Dietary precepts concerning food for children in the Soviet Union simultaneously determined children's ration and, in the long term, formed attitudes toward food and social practices. Thus, they became part of not only the nutritional system, but also the general body control and way of constructing a social body. Principles of functional nutrition set gustatory palate of children's diet. Meanwhile, culturedness governed the rules of behavior in public and private life. Good table manners, self-organization, self-control, and in general, food is considered a necessity, not a source of pleasure. And this anti-hedonistic attitude to food was typical for Soviet society, and in some way has been typical for contemporary Russian one. Thank you for your attention. Merci beaucoup. Donc, effectivement, c'est un exemple qui nous montre qu'avec les mêmes principes fondamentaux, le contexte fait effectivement donne une certaine forme d'exotisme à des choses qu'on a déjà vues par ailleurs. Alors, on va effectivement rester quelque part au nord, en passant maintenant au Québec avec Jean-Philippe Laferrière de l'Université de Québec à Montréal, qui va nous parler de quelque chose de tout à fait intéressant. Enfin, est-ce qu'il y a effectivement une spécificité québécoise en matière nutritionnelle? Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Je change mon visuel. Alors, ça, c'est pour moi. Non. On le contrôle d'ici. Hein, alors, ça, il n'a pas expliqué. Mais si vous voulez, on va échanger parce que... oui. C'est parce qu'il y a un double écran qui est dans la tête. Et voilà, on y est. C'est celui-là? Oui, là, on est au bon alors, endroit. si on fait comme ça va peut-être marcher. Voilà. Bon, parfait, sauf que moi, je veux voir mes notes un petit peu. On va y arriver. Moi, je les vois de cette manière-là, mais est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne avec ça, en fait. Oui, ça fonctionne avec ça, mais parce que je vois pas le... Il y a comme... Le fichier est ouvert plusieurs fois. Attends un petit peu. C'est peut-être le dernier, là, la présentation. Oui, c'est celui-là. Bon, c'est ça. Donc, ça fonctionne maintenant avec ça. Et on va tester la machine. C'est bon. Donc, ma présentation... est-ce que je vois l'heure? Oui. Ma présentation se nomme « Pourquoi le guide alimentaire québécois en 1979 ». Je me présente comme ayant une perspective sociologique, donc j'ai beaucoup recours à l'histoire, mais je ne prétends pas être historien, donc il pourrait y avoir des petites, pas des erreurs, mais des imprécisions. Alors, essentiellement, ma présentation est construite autour de pourquoi j'ai formulé cette question, quel est mon objectif, qu'est-ce que je veux démontrer. Pour ce faire, j'ai besoin de faire un lien avec le contexte, notamment l'histoire des normes officielles au Québec et au Canada, qui sont caractérisées dans les guides alimentaires canadiens, pour ensuite aborder l'étoile filante qui est le guide alimentaire québécois. C'est quoi son contexte de production, sa spécificité, ce qui est particulier à ce guide-là, et sa postérité. Je vous annonce, il n'y en a pas, mais il y a quand même un contexte, pour enfin faire quelques rappels et des conclusions. J'ai oublié de lire ma note, mais bref, je remercie beaucoup le comité organisateur pour cette invitation et ce magnifique colloque. Merci beaucoup.
Alors, pourquoi cette question? C'est d'abord et avant tout parce que j'ai trouvé le document un peu par hasard. Au Québec, il y a assez peu de travaux et de recherches sur l'histoire de l'alimentation, sur l'histoire même de la santé, voire de la nutrition. Certains historiens se sont positionnés en disant qu'on devrait le faire, mais il y en a très, très peu. Alors, ma curiosité, c'est qu'en le trouvant, je me suis demandé pourquoi c'est un objet spécifique, pourquoi le Guide alimentaire québécois, parce qu'il y a d'autres Québécois dans la salle, personne ne le connaît. Et pourtant, il n'a que 40 ans. Ensuite, tout ça s'inscrit dans mes propres recherches. Je travaille expressément sur les normes alimentaires officielles que je définis, comme Jean-Pierre Poulin, comme étant des prescriptions étayées de connaissances scientifiques nutritionnelles qui changent, évoluent, mais bien qu'elles ont toujours existé, changent et évoluent en fonction notamment des découvertes et de l'évolution du champ scientifique. Je m'intéresse aussi tout particulièrement, et le Guide alimentaire québécois en est une illustration, aux normes alimentaires plus sociales, c'est-à-dire qui font référence à des conventions relatives à la composition structurelle des repas, notamment, ou leur contexte de consommation, parce que les normes alimentaires, on va dire, officielles ne se concentrent que sur les qualités des aliments, les quantités, pour assurer un bon repas. Alors, j'ai besoin de présenter le contexte parce que les normes officielles canadiennes s'inscrivent dans un contexte qui s'amorce au 19e. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Québec, on est effectivement au nord et on est très grand et très peu populeux. Donc, le Québec est 3 fois plus grand que la France, le Canada de nombreuses fois, mais nous sommes assez peu populeux. Donc, nous sommes au Canada actuellement 37 millions, mais nous sommes à peine 8 millions au Québec, alors que nous étions 10 fois moins il y a 150 ans. Donc, étant donné le territoire et tout ça, ça explique un peu le contexte. Donc, au 19e siècle, notre médecine est peu structurée, ce qui n'est pas particulièrement spécifique au Québec, mais qui est d'autant plus vrai parce qu'on est peu, donc ce n'était pas nécessaire. Donc, création du Collège des médecins, des chirurgiens en 1847. Et ce qui est très important, parce qu'on parle de normes officielles, la Confédération canadienne qui fait que nous sommes un pays jeune. Et la Confédération canadienne doit faire en sorte que le Québec, la province, est responsable de la santé de ses populations, mais nous n'avons pas la structure et c'est souvent les municipalités qui vont suppléer à ça. Ce qui va amener beaucoup de changements, c'est l'augmentation rapide de la population et les réponses des gouvernements ou des autorités aux crises sanitaires, notamment la crise de variole de 1885, qui va déclencher énormément de choses et qui va amener en fait la création du Conseil d'hygiène de la province de Québec, qui va encore une fois confier aux municipalités le mandat de faire respecter les règlements sanitaires. On pense par exemple à la collecte des ordures qui est organisée par les municipalités, donc les villes. Le Conseil d'hygiène va émettre une série de règlements, mais surtout autour de la salubrité des aliments. C'est des changements qui ne plaisent pas à tous parce que à cette époque-là, mais encore aujourd'hui, le paradigme dominant est le libéralisme. Donc, on est dans la culture d'entreprise dans beaucoup de choses, mais d'autant plus à cette époque-là. L'exemple le plus frappant est celui de la pasteurisation du lait qui était très, très, très mal accueilli. Donc, les nouveaux discours hygiénistes vont s'imposer en temps de guerre. Nous n'étions pas très présents dans les guerres avant du 20e siècle, mais nous le sommes davantage avec les guerres plus récentes. Et, comme vous le savez, l'État sanitaire, la taille des nations, mais aussi l'État sanitaire est une force. Et on s'inscrit dans les courants à la mode américains, notamment le New Public Health, et qui fait en sorte qu'on mise sur l'éducation populaire, la médecine préventive et la responsabilisation individuelle. Dans ce contexte-là, sera créé le ministère canadien de la Santé, donc il y a à peine 100 ans, le service provincial d'hygiène, qui va remplacer le conseil d'hygiène et qui veut passer des conseillers à des interventions. Et ensuite, mais toujours dans la perspective de responsabilisation des individus et tout particulièrement les femmes, chose qu'on a vue hier avec ma collègue Marie Pigelet, c'est-à-dire qu'on éduque pour respecter l'hygiène. En fait, l'alimentation, la nutrition n'est pas un objet comme tel. Avant, nous le verrons bien, les années 30-40. Donc, le pouvoir va se concentrer au provincial, c'est-à-dire dans les provinces qui vont en fait déposséder les municipalités.
notamment avec l'introduction des unités sanitaires qui ont reçu le financement des Américains, la Fondation Rockefeller, et on va amorcer la médecine préventive. Aujourd'hui, on a des traces de ça, ce sont les CLSC, donc les conseils d'aide sociaux. Et tout va se mettre en branle à la même époque. Bon, Marie a illustré énormément de choses, c'est-à-dire qu'au début du 20e siècle, la nutrition, c'est l'économie domestique. Ça s'inscrit dans l'agriculture et ça s'inscrit dans les guides autour de l'agriculture et de l'économie domestique. Donc, tout se joue en termes de politique et de nutrition avec la création, il n'y a même pas 100 ans finalement, d'un département de santé au Québec et d'un conseil de nutrition au Canada dans les années 30, qui, accouchera aussi d'une division de l'hygiène, mais ça, c'est des détails. Mais ce qu'on retient, c'est que ces organismes sont le fruit des crises, comme je le disais, mais n'ont pas vraiment de ressources, donc ils se concentrent sur des brochures, des activités. Et c'est dans cette perspective-là que sera d'ailleurs créé le guide alimentaire. Nous y arrivons. Les choses vont évoluer dans les années 70 avec les premières enquêtes. Vous savez, l'équivalent européen des enquêtes régulières, on n'en a pas. On a 2 grandes enquêtes, celle de 2004, dont je ne parlerai pas, et celle de 73, qui révélait enfin que nous avions des problèmes d'obésité et d'alimentation. Donc, le Québec répondra à ça par une politique québécoise en 77, suite à la formation d'un comité quelques années auparavant, mais on est dans une approche très libérale, donc des actions un peu particulières, comme par exemple, on va gérer l'offre, on va contrôler les prix, mais en même temps, on va encourager certains lobbies, le lait, par exemple, qui est l'exemple le plus éclatant au Canada-Québec. Donc, le gouvernement fédéral, avec les guerres, va prendre énormément de leadership et surtout que jusqu'aux années 40, l'alimentation occupait une place assez secondaire. Mais des enquêtes des années 30 vont montrer que les familles ne répondent pas à leurs besoins essentiels. Et comme vous le savez, la guerre va faire en sorte qu'on se préoccupe énormément de dénutrition. Et des nouvelles perspectives américaines, notamment celle de Steinbilling aux États-Unis, va revoir les choses entre le besoin minimum et le besoin optimum, ce qui fait en sorte que l'OMS va réagir en donnant des premières recommandations et le Canada va suivre dans la même époque avec son conseil de nutrition qui va se concentrer sur l'éducation, l'inspection et la responsabilisation pour produire les premières règles alimentaires officielles du Canada, c'est son nom. Nom qui va évoluer donc, et se mettre à jour. Donc, 44, 49, c'est encore les règles officielles, mais plus du Canada, mais bon, c'est les règles officielles. Et en 61, premier guide après-guerre qui va amener un changement parce qu'il ne s'appellera plus règles, mais guide. Et ensuite, vous avez les éditions de 77-82 qui nous intéressent plus aujourd'hui et les éditions subséquentes, 92, 2007, 2019, qui sont toujours très attendues parce qu'ils sont toujours le produit des consensus scientifiques. L'historien Ian Mosby, dans sa thèse, a montré que, ou du moins, en tout cas, démontré que les règles alimentaires font partie d'un effort important développé par l'expertise canadienne pour faire avancer des intérêts politiques et professionnels parce qu'on est particulièrement obsédé, on dirait en québécois, par la main-d'œuvre, les forces armées et l'agriculture. Donc, on voit une orientation politique derrière ça. Je vous présente brièvement les règles canadiennes, parce que sinon, on ne pourra pas comprendre la spécificité québécoise. Alors, vous avez à gauche la première édition de 42, qui est un feuillet, en fait, avec ce qui, nous, aujourd'hui, est très familier, c'est-à-dire, l'alimentation protège la santé, on doit consommer au moins ces quantités tous les jours. Malheureusement, les quantités sont en... Parce que vous savez, on vit sur 2 registres, nous, entre le métrique et l'impérial. Donc, une chopine, c'est à peu près une pinte, à peu près 50... Nous, on dit 500 millilitres. Bon, bref, on se comprend. Tout ça pour dire qu'on crée les fameux guides, on crée les fameuses catégories. Donc, la première édition, il y avait 6 catégories, le lait, les fruits, les légumes, céréales et pains, viande et poissons, œufs. Les nutritionnistes aujourd'hui vont dire que les recommandations évoluent beaucoup. C'est un élément sur lequel je veux travailler. En fait, ils évoluent assez peu, d'une certaine manière. Ce document-là est disponible en 2 langues et essentiellement, il va être... distribué par le gouvernement. Je ne sais pas à quel volume, mais si on se fie aux documents officiels, c'est distribué massivement, mais vous allez voir, on va nuancer. Donc, on parle de suppléments de vitamine D, maintenant c'est ajouté au lait, et vous avez à droite l'édition de 49, où vous voyez qu'on commence les éléments graphiques, mais essentiellement, les recommandations sont les mêmes, c'est qu'on va mettre les œufs dans la viande, donc les catégories évoluent un peu. Et vous avez ceux que je connais beaucoup plus,
Donc, vous avez l'édition de 61, qui est le premier guide alimentaire canadien, donc qui poursuit un peu la tradition amorcée. Et vous avez le guide de 77 et 82, très, très semblable, très connu des Québécois de ma génération, parce que, bon, le soleil et les fameux 4 groupes alimentaires. Et comme vous le voyez, c'est beaucoup plus précis à l'endos. Vous voyez que c'est un feuillet, en fait, où est-ce que vous avez un message général, donc manger chaque jour les éléments choisis. Dans la version de 82, on mise sur la variété, l'équilibre et la modération. Mais essentiellement, on recommande des portions qui seront de plus en plus précises. C'est-à-dire que dans les vieilles éditions, on parlait d'une pomme, une banane, bon, ça va, ou un jus. Bon, maintenant, le jus, c'est problématique. Mais donc, dans ces éditions-là, on donne des exemples, comme vous voyez, de produits. Et ça a été un vrai enjeu parce qu'avec la diversité de la société québécoise, évidemment, quand un aliment est non représenté, ça crée un problème d'interprétation. Alors, c'est la portée de ces guides-là, vous savez, moi, je la nuance beaucoup parce que ma spécialité, c'est les discours médiatiques populaires sur les normes alimentaires. Et voyez-vous, j'ai un exemple dans le journal francophone le plus important du 20e siècle où une lectrice demande au courrier du lecteur, alors qu'elle a des problèmes de santé, où elle peut retrouver les règles alimentaires du Canada, qui serait un outil indispensable. Et le journal lui répond, bon, Nicole, mais c'est le journal, qu'on parle sûrement d'une brochure à un des 2 paliers, ou encore, mais dans tous les cas, tournez-vous vers les compagnies d'assurance, eux, ils produisent ce genre de choses. Donc, ça montre un peu que même si les publications officielles laissent entendre que tous les Canadiens sont au courant des normes, c'est un document relativement marginal. D'ailleurs, mes autres travaux ont montré que la présence accrue dans les médias populaires, notamment la presse francophone, connaît une croissance rapide dans les années 70, très importante dans les années 90, parce qu'avant, on ne parlait que de petits entrefilets, on donnait comme pour boucher les colonnes de journaux, finalement, on donnait quelques normes, ou bon, manger 2 œufs ce matin, c'est bon. Et dans les années 70, par contre, ce que j'ai observé dans d'autres travaux, c'est un argument publicitaire très important, notamment dans les supermarchés, mais c'est aussi que le guide devient beaucoup l'argument nutritionnel des journalistes, on en parle, chose qu'on ne faisait pas auparavant. Donc, mais il reste que, malgré cette croissance à partir des années 70, on observe que la pénétration n'est pas encore très importante. Dans les années 80, on sait que ce n'est pas une grande préoccupation, mais une enquête nous montrait que les gens répondent en disant, se positionnant contre la malbouffe, mais pas nécessairement en connaissant très bien les normes. Donc, le guide alimentaire québécois s'inscrit dans la politique québécoise de nutrition de 77. On est la première province à prendre cette position-là, dans un contexte particulier. Donc, c'est Denis Lazure du Parti québécois. Bon, alors, pour vous, si vous n'êtes pas familier, mais on a passé d'un gouvernement conservateur à un gouvernement libéral, à un gouvernement péquiste, c'est-à-dire ceux qui ont posé la nation québécoise, donc d'où l'intérêt du document. Et M. Lazure est médecin, ministre des Affaires sociales qui deviendra les services sociaux. Et son objectif, même si les travaux ont commencé un peu avant lui, c'est de contrer les mauvaises habitudes et de prévenir les coûts de santé croissants. Son ministère, à l'époque, représente le 2e pôle budgétaire. Bon, aujourd'hui, c'est le 1er, après l'éducation. Et on veut réduire, et là, c'est là qu'on voit la particularité du Guide québécois, on veut réduire de 25 % la consommation de matières grasses, on s'attaque à la viande, on s'attaque au sucre, on veut que l'allaitement augmente, alors que je suis né en 77 et l'allaitement n'était pas très à la mode. Il y a eu un recul. Et on veut augmenter la consommation des fruits et légumes. Alors, on va créer un comité et on va travailler, ou du moins on souhaite travailler en collaboration avec les autres ministères, notamment l'agriculture, parce qu'on veut assurer aux Québécois d'avoir accès à ces aliments-là. On est particulièrement obsédé par l'accès au Québec, là. Mais vous allez voir pourquoi. On veut que les gens aient accès aux aliments du guide. Donc, on ne peut pas faire des recommandations si les gens n'ont pas accès aux éléments du guide. Donc, on doit avoir une agriculture cohérente. Et on est dans l'époque média, donc on veut miser sur des vedettes, sur les stars, qu'on dirait en France. Et donc, on dit que les vedettes devraient se retirer des publicités agroalimentaires pour faire la publicité de la bonne alimentation. Alors, j'insiste sur le fait qu'on mise sur la responsabilisation individuelle. Hein, donc, on est beaucoup dans cette perspective-là au Québec. Alors, la spécificité du guide, c'est qu'il est lancé en très grande pompe.
Donc, 500 000 exemplaires, dont 50 000 en anglais. On est 5 millions au Québec à cette époque-là, donc on veut vraiment que tous les foyers aient accès. C'est plus le gouvernement qui le distribue, mais ce sont les épiceries. Et parce qu'on veut que le lien soit aisé entre l'achat d'aliments et les normes. On investit beaucoup d'argent. Bon, 850 000 dans les années 70, c'est quand même important, surtout que je venais de vous dire qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'investissement. Et essentiellement, les deux guides disent la même chose, sauf que la façon de le dire et de l'expliquer est bien différente. D'une part, on ne parle pas d'une feuille volante accompagnée de grilles pour compter ses portions. On parle d'un document de 24 pages qu'on peut feuilleter, très imagé, très didactique, qui fait même la mention du coût des aliments et qui va insister sur le fait que les aliments transformés sont trop chers. Et on va parler de style de vie. Je vous donne quelques exemples. Donc, vous voyez, très imagé, très d'époque aussi. Donc, on joue dehors. On a un papa fort sympathique qui a de bonnes dents parce qu'il ne mange pas de bonbons. Et, bon, maman qui travaille, donc valorisation du travail des femmes. Donc, vous voyez beaucoup de normes sociales, des normes sociales alimentaires. Et comme vous voyez, les normes ne sont pas expressément en portions. Donc, papa va déjeuner et il pense à tout ce qu'il pourrait manger. Et on voit, on commence une journée équilibrée avec un bon déjeuner, mais on ne parle pas de portions, mais de tout ce qui est disponible, de tout ce qu'il ne faut pas oublier parce qu'on est dans une vie, une société accélérée. Et tout ça ne coûte pas cher parce que finalement, les bons aliments sont moins dispendieux par rapport à la malbouffe. Donc, on nous compare en fait différents aliments. Et enfin, on encourage le sport, on évite la télévision, on est dans une vie occupée. Et dans toutes les circonstances, donc dans tous les styles de vie, on encourage en fait de faire des bons choix, que ce soit au restaurant, au casse-croûte, à la maison ou à l'école. Donc, tout ça est extraordinaire. Donc, comme digestif, un bon bol d'air. Donc, vous voyez que si le Guide alimentaire canadien se concentre que sur les normes alimentaires strictes, le Guide québécois est beaucoup plus sur les normes sociales. Enfin, le Guide alimentaire québécois, dans d'autres travaux, j'ai montré qu'on n'en entend plus parler dans les médias après 82. C'est la date d'un nouveau Guide alimentaire canadien que je vous ai montré, là, les deux soleils. Le ministre Lazure va quitter ce ministère-là pour le développement social, donc il va travailler sur la santé mentale notamment, et son remplaçant, qui est aussi médecin, mais surtout avocat, Pierre-Marc Johnson, qui va aussi être premier ministre du Québec, ne poursuivra pas nécessairement cette voie-là. Le ministère des Affaires sociales va disparaître pour celui des services sociaux, et cette politique-là, bien qu'elle novatrice, va être il faut que je continue mes recherches sur cette question-là, mais va être relativement modérée. Elle est revisée à la fin des années 90, début 2000, et parce qu'à cette époque-là, on se dit, bon, l'information, l'éducation en matière de nutrition, ça ne suffit pas. On va travailler de plus en plus sur les environnements, et c'est d'ailleurs la perspective d'aujourd'hui, c'est-à-dire les approches systémiques, écosystémiques, les environnements sains, bon, bref, la disponibilité des produits. Enfin, pour conclure, les grandes lignes, je pense que c'est dans les temps, pas trop mal? Oui. Donc, je dirais que le Guide alimentaire canadien était le produit des efforts de guerre, des crises, et aussi, selon l'historien Mosby, une perspective politique. Le Guide alimentaire québécois est celui des luttes contre la mauvaise alimentation, contre la prévention des coûts, de la hausse des coûts du système de la santé. C'est un livret qui véhicule de nombreuses normes sociales alimentaires. Sa disparition, j'ai des bonnes pistes, mais c'est des choses que je veux continuer parce que c'est la poursuite d'un travail précédent sur plus les normes canadiennes. C'est que je me rends compte qu'il est en compétition avec l'édition de 82, donc sa pertinence est peut-être pas très importante, même si les journalistes de l'époque le trouvaient magnifique. Le remaniement ministériel n'est certainement pas étranger, tout comme l'orientation du ministère. Et en plus, il y a certainement lieu d'y travailler davantage sur les pressions de l'agroalimentaire, parce que comme vous l'avez vu, le Guide québécois s'oppose d'une certaine manière à l'alimentation moderne, au style de vie en développement dans les années 70. On est juste avant l'explosion des années 80. Et ce qui fait en sorte, et d'ailleurs je l'ai montré dans d'autres travaux, que les normes canadiennes étant très, très, très factuelles, peuvent devenir facilement un argument de vente, et voire même le développement de produits, c'est ce que j'ai montré ailleurs, alors que dans le cas des normes québécoises, même s'ils sont une réinterprétation, étant plus sociales, étant plus sur des styles de vie, ils critiquent davantage la société et sont un peu moins clairs pour le développement d'une société industrielle et moderne. Merci beaucoup. C'est parfait.
Écoutez, merci beaucoup pour ces deux interventions qui, en fait, se complètent très bien, je trouve. Alors, je vais être très bref parce qu'effectivement, on arrive quand même en fin de 2 journées et demie assez chargées. Alors, je noterai juste avant de... On va laisser un peu de temps pour les questions quand même. On laisse un peu de temps pour les questions quand même. Oui. Alors, juste, effectivement, si je synthétise très rapidement, en tout cas, moi, ce que je retiens de vos deux interventions, et en conclusion, quelque part, en pré-conclusion de ces journées, c'est un point quand même tout à fait intéressant, c'est comment ces normes scientifiques qui s'imposent à partir de la fin du 19e siècle autour des savoirs nutritionnels renouvelés nécessitent effectivement, dans tous les cas, des opérations de traduction, un concept sociologique éminent, pour effectivement donner lieu ou pas d'ailleurs à une application ou à, je dirais, une prise en charge par les individus auxquels elle se destine. Donc ça, effectivement, quand on parle normes, sans parler de traduction, finalement, on oublie peut-être l'essentiel du processus. Il ne s'agit pas uniquement de se concentrer sur l'élaboration de la norme qui relève du champ scientifique. Et puis je note également, je pense que là c'est aussi un apport de vos deux communications, cette question de la précision. Que finalement fait écho dans deux communications très différentes. Dans le monde soviétique, où finalement cette question de la précision va poser des problèmes politiques, puisque plus on va être précis quelque part sur les préconisations, plus on risque effectivement de mettre en avant des problèmes de disponibilité alimentaire et d'accès, problème également soulevé au Québec, d'accès effectivement à l'alimentation qu'on préconise. Donc ça, c'est un élément tout à fait intéressant. Et puis ce que j'entends en filigrane derrière ce que vous disiez sur la précision québécoise, c'est qu'on sait bien qu'elle est assez gênante pour le développement agroalimentaire, qui lui se complaît plutôt dans des éléments extrêmement généraux au sein desquels il peut effectivement lui-même opérer ses propres traductions. Donc quelque part, la précision est aussi, dans les deux cas, une contrainte, un engagement politique, avec ici deux exemples tout à fait différents. Voilà, je m'arrêterai là, je peux poser des questions après, mais je vais donner la parole à la salle pour des questions. Merci beaucoup pour vos communications. J'ai été intéressée notamment par la manière dont ça questionne la question du rôle de l'État, en fait, dans cette question des prescriptions, l'établissement des normes. Et pour Jean-Philippe Laperrière, sur la question du Québec, en fait, pour la période de la Première Guerre mondiale, en fait, sur laquelle j'ai travaillé en partie, j'avais l'impression que le Canada, il était peut-être sur un modèle, et le Québec, en fait, Canada et Québec, sur un modèle assez proche, en fait, du modèle britannique, où il y a une prise de conscience pendant la Première Guerre mondiale de l'intérêt de l'intervention de l'État, en fait, d'une sortie du modèle libéral, et qui se traduit par des publications aux mains d'organismes de type Foodboard, comité du ravitaillement, etc., de guides un peu dans l'esprit de ce que vous avez montré, avec le même type de prescriptions d'intérêt nutritionnel, de recettes même, qui sont prises en charge par l'État. Et donc je me demandais si la chronologie que vous attachez peut-être à la Seconde Guerre mondiale, c'est pas quelque chose qu'on peut peut-être faire remonter à l'entre-deux-guerres, voire même à la Première Guerre mondiale, ou est-ce qu'on est vraiment sur un autre modèle en termes de construction de ce discours nutritionnel au niveau de l'État? Non, je pense que vous avez raison. Effectivement, l'interventionnisme de l'État va croître au 20e siècle. Ma collègue serait plus compétente que moi pour le début du 20e, mais essentiellement, ce sont des publications où c'est pas tant la nutrition que... Oui, la nutrition, mais d'un point de vue d'effort de guerre. Donc, d'ailleurs, je ne vais pas tout montrer les détails, mais les premiers guides alimentaires disaient toujours, il faut manger au moins ça, mais il faut en garder un peu pour tout le monde. Sachez que, encourageons. Il y a un côté très nationaliste de rationnement. En fait, il y a un volet rationnement, chose qui va disparaître par la suite. Et effectivement, il y a un interventionnisme, mais qui est souvent mal accueilli. Les exemples les plus éloquents, c'est le lait, là, parce que notre industrie laitière est particulière. Donc, très, très mal accueilli quand on a voulu rendre le lait plus hygiénique avec la pasteurisation. Et voyez-vous, aujourd'hui, il n'est plus dans le guide, le lait. C'est-à-dire que le lait s'intègre aux sources protéines générales. Et là, l'industrie laitière est actuellement
très agressive pour rééduquer le lait, mais elle utilise des normes sociales alimentaires, c'est-à-dire qu'elle va miser sur le plaisir, la nostalgie, un peu tout ça. Donc, vous avez raison. Moi, je travaille plus après les années 50, mais je ne suis pas historien, je le répète là. Non, mais c'est juste qu'il y a des éléments que des fois, je suis un petit peu plus approximatif. Mais tout ça pour dire que je pense que vous avez raison. Donc, ça s'inscrit d'abord dans un effort de guerre, d'abord dans un effort de rationnement, et par la suite, ça va devenir plus une norme productive d'une société moderne, mais une société moderne qui inquiétait peu dans les années 50-60, mais qui inquiète de plus en plus. Donc, on passe d'une éducation sanitaire hygiénique à une éducation à la santé, avec les premières données populationnelles sur la santé de la population. L'enquête de 73 qui montre qu'on a des problèmes d'obésité fait en sorte que là, tout d'un coup, il y a une prise de conscience extraordinaire. Et là, on va dire il faut y travailler. Merci. Non, pas d'autres. Thank you very much for your presentations. It was very interesting. And I have a question to ask you to Maria. You mentioned that in the main Soviet ideas, taste doesn't matter. The nutrition matters much more, and if it's very tasty or not, it doesn't matter. And then my question is, what about the seasoning? Is there any, for example, are there any spices they used in children's food? And is the quantity of the salt and the sugar, for example, I don't know what it is, but the quantity of the spices and salt, sugar, is it calculated in the cooking processes? Is it calculated, in the relation of the nutrition? Thank you very much, Yuka, for your question. You know, the Soviet food in general, wasn't very spicy. The main seasonings were salt, pepper, and sugar. All the same. All the others usually were associated with different cultures, different culinary traditions, such as Georgian, Czech, Bulgarian will be the most popular in the Soviet Union. And as for food for children, in calculations, I mentioned salt. Of course, at the end of the list of all the products, and sugar. And as for sugar, it is one of the main tastes for children. Because for adults, of course, sugar wasn't taste correlating with all the other symbols, all the other values of the epoch. It was a little bit seasoned for women and mostly for children. Only for children, in fact. That's about all. Thank you. Merci beaucoup. J'ai deux questions. The first question is for you, Maria. Could you just quickly, maybe you have told it, but I didn't hear it. Could you link again the food topic, like the prescriptions for children, with the ideology? Because you said that, taste didn't matter that much. So, in what extent did the ideology of the state did impact the food prescriptions? Maybe you said it, but do you see it, or maybe it's not present? I don't know. Et la seconde question, donc ça remonte plutôt à de nos jours. Est-ce que vous voyez des continuités de ces guides aujourd'hui? Quels sont les... Alors peut-être qu'effectivement ça dépasse votre borne chronologique, mais
Parce que j'ai passé 1 an au Québec et bon, ce qu'on peut acheter effectivement dans les supermarchés diffère quelque peu de ce qu'on peut acheter ici. Et particulièrement, bon, les amiants sont, je trouve, beaucoup plus souvent sucrés ou contiennent plus de sucre et plus de graisse. Et ici, encore une fois, c'est une question de santé publique, en fait. Donc, est-ce que vous voyez des différences aussi? Ouais. Merci. Thank you for your question. Among children, ideological impact was very strong, not only in the sphere of food, but in their public life in general. As for food, there were almost no books written specially for children, but there were some that were addressed to their parents, and of course, then they received that information through oral tradition, through oral prescriptions from their parents. You should eat this, and you shouldn't eat much more sugar, of course, much more food at all, and so on. And all these prescriptions usually in the imagination of children were usually connected, linked with other ideas they know from their pioneer life, from their school life, and so on. So they matched. They were not direct, but they matched with the other ideas. Merci pour votre question. Ben, écoutez, moi, en fait, c'est qu'il m'amuse ce document-là parce que justement, il est un peu incompréhensible. C'est en travaillant sur les normes alimentaires canadiennes et leur couverture médiatique que j'ai découvert l'existence du document dont personne ne parle d'ailleurs. Vraiment, vous ne trouverez rien, on n'en parle pas. Donc, il existe, j'ai le document. Maintenant, c'est ça tout l'intérêt de la chose. C'est d'une part, pourquoi un guide alimentaire québécois? Donc, il y avait le gouvernement péquiste à l'époque qui justifie en partie. Il y avait son ministre. Mais il y avait aussi, peut-être aussi, le discours de certains journalistes sur lesquels j'ai travaillé qui disaient, bon, les normes alimentaires sont sèches, les normes alimentaires canadiennes sont sèches, sont plates, ne permettent pas aux Québécois de s'y retrouver. Et alors que ce guide-là était applaudi à l'époque par les critiques culinaires et même les gens de la nutrition, mais je me rends compte, en fait, qu'ils critiquent beaucoup l'industrie agroalimentaire. Et mon hypothèse, c'est que, oui, les changements de ministère, oui, les changements d'idéologie, parce que le programme existe encore, la stratégie générale existe encore. Bon, l'idéologie a changé, le document a disparu, mais disparu complètement. Là, je connais personne qui a de souvenir, en tout cas autour de moi, de ça. Et mon idée, c'est justement de comprendre un peu plus, est-ce que c'était parce que c'était lié à un ministre en particulier ou tout simplement que c'est quelque chose qui a été tranquillement étouffé, notamment peut-être par le lobby du lait ou le lobby de la viande, parce qu'il faut savoir qu'au Québec, on a des denrées qui sont en gestion de l'offre, notamment le porc et le lait. Et ces industries font énormément de pression. Le lait, lorsqu'il a été menacé dans les versions récentes du Guide alimentaire canadien d'être retiré, bon, ça a fait toute une tollée. Tout le monde a pris position. Les nutritionnistes ont applaudi parce que, bon, le lait, il serait surfait. Mais dans les faits, comme la viande est surfaite, en fait. Et comme ce guide québécois-là critique à la fois des produits très mythiques du Québec, je pense que ça participe à ça, mais je n'ai pas encore trouvé dans le moment d'explication, sinon des hypothèses qui se confirment dans le contexte sociopolitique du Québec de ces années-là, parce qu'aujourd'hui, les normes sont devenues plus colorées, plus imagées, mais toujours moi, je maîtrise jusqu'aux années 2010. La dernière édition, je l'ai moins étudiée, mais jusqu'aux années 2010, les normes sont de plus en plus précises, de plus en plus balisées, de plus en plus lustrées. Elles intègrent de plus en plus de produits variés, notamment des autres cultures, mais dans tous les cas, elles orientent toujours des aliments et sont toujours, en tout cas facilement, repris par l'industrie
qui, comme vous l'avez dit, répond en produisant tous les aliments qu'on a besoin, et on corrige. Si on attaque le sucre, on substitue le sucre. Si on attaque le sel, on substitue le sel. Bon, bref. Donc, c'est vraiment, je vous présentais le début, en fait, ce mystère de qu'est-ce que c'est ce guide, en fait, puis quel genre d'hypothèse on peut formuler autour de ça. Merci. Bon, pas d'autres questions, donc écoutez, on va peut-être s'arrêter ici. Merci beaucoup pour ces deux présentations. Et puis, nous allons laisser la parole à Françoise Saban pour les conclusions de ce colloque.